Bonjour à tous, 18h30, Talkiji numéro 11, c'est parti pour le talk show de l'information jeunesse. On va faire rapidement un petit tour du programme et vous présenter les invités de cette semaine. Pas de Tour de France cette semaine, mais j'y reviendrai. Mais on a un invité, Pablo Raison, qui est dessinateur, mais on en parlera un petit peu plus longuement avec lui ensuite. On aura une nouvelle fois le coup de cœur de Mamadi. Chan croquera l'actu cette semaine. On parlera du Covid notamment, mais on ne dévoile pas tout. Pour le moment, une nouvelle chroniqueuse quand tu es dans la galère. Enfin, un transfert de chronique. Cécile est de retour en direct de Nice pour la chronique des galères. On fera une petite pause récré. J'ai demandé aux chroniqueurs d'avoir papier et crayon. On enchaînera ensuite avec la chronique geek avec Pierre Brunon. Salut Pierre, qui nous donnera des petits conseils pour réussir sa vidéo YouTube. Et on terminera par l'heure du show avec Ghislain qui est sur le parvis à Angers, au quai du théâtre. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir si vous êtes sur Angers, qui nous fera une petite démo de foot freestyle pour clôturer ce Talkiji numéro 11. Pas de Tour de France cette semaine. Mariam était toujours à Nantes, donc on attend la semaine prochaine qu'elle soit dans une nouvelle destination. Par contre, elle a laissé des petites capsules vidéo sur la chaîne YouTube Info Jeune que je vous invite à découvrir. Elle se posait plein de questions sur le logement, comment trouver un logement, quelle aide elle pouvait espérer avoir. Donc ça se passe sur YouTube, YouTube Info Jeune avec un S à jeune. Et on retrouve la semaine prochaine Mariam pour la suite de son Tour de France sur la route de Ligy dans une nouvelle destination. Et puis, on va passer à notre invité de la semaine. Et notre invité cette semaine, c'est Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va nickel, très bien. Donc Pablo, tu es dessinateur, tu es illustrateur. Illustrateur, ça te va aussi? Ouais, très bien, ça me va très Ouais, bien. ça te va? Ouais, tu me dis. Hein. Tu as été premier prix du concours BD lycéen d'Angoulême en 2018. Ouais. Accessoirement, tu es de la même promotion que Chan à l'école à Angoulême, mais ça, on y reviendra. Question, je pose à tous les invités. Tu fais quoi, toi, cet été, à part fêter tes 20 ans? Alors cet été, oui, déjà j'ai fêté mes 20 ans. Ensuite, j'ai essayé de profiter des vacances malgré le Covid. Bon, j'ai quand même réussi à partir un petit peu en vacances. Et puis j'en ai profité pour dessiner, faire des cartes, faire du dessin, et puis pour me reposer aussi. Un petit peu. Alors, les invités, quels qu'ils soient, Ghislain, Pierre, Chan, si tu as des questions pour Pablo aussi, hein. Mam, Cécile, n'hésitez pas. Sur Twitch, vous pouvez poser vos questions aussi dans le chat Twitch si vous avez des questions pour Pablo. Et moi, j'ai plein de questions pour toi, Pablo, forcément. La première, c'est depuis quand tu dessines finalement? Alors, j'ai commencé à dessiner, j'étais très petit, j'avais 3 ans, mais au début, ça ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. Au début, je faisais des reproductions d'animaux, c'est-à-dire que mon père, lui, il dessinait pas mal, il me faisait des modèles, et puis moi, derrière, je redessinais ce qu'il me faisait. Et c'est à force de dessiner que je dessine tout le temps au bout d'un moment. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire de la bande dessinée, à faire des gros dessins. Au début, j'étais sur des petits formats A4, et puis au fur et à mesure, je commençais à plus m'intéresser au format A3 qui était un peu plus grand. Et donc, ça t'est venu par ton papa, ta passion pour le dessin Ouais. ou... C'est ça, ouais, c'est par mon papa, puis même par les nombreuses BD que je lisais. Je lisais beaucoup des Picsou Magazine, des BD classiques, genre Lucky Luke, Astérix, tout ça. Donc à la fin, je lisais tellement de BD que fallait que j'invente, on va dire, mon propre univers sur papier, quoi.
Donc toi, ton truc à la base, c'est la BD en fait. Ouais, c'est ça. C'est Bah, à la base, vraiment c'est pour ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour ça que je suis rentré à l'ESI, c'était pour faire de la bande dessinée. d'accord. Et donc à quel moment tu te dis: «C'est pas mal ce que je fais, je pourrais peut-être en faire mon métier et envisager de poursuivre mes études dans cette voie-là»? Alors, au moment où j'ai vraiment envisagé de faire ça, c'était, au moment du lycée. C'est-à-dire au début, je pensais, aller vers une carrière d'architecte. Donc je suis arrivé dans un lycée parce que je me disais ça au collège. Je suis arrivé dans un lycée, qui proposait des études d'art plastique et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais essayer d'en faire mon travail. Donc j'ai commencé à étudier la chose, j'ai commencé à étudier l'art plastique et cetera. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais faire, auteur de bande dessinée. Parce qu'en fait, il existe vraiment des écoles qui sont un petit peu spécialisées dans ce domaine-là et qui permettent aujourd'hui de faire, de la bande dessinée, plus tard, quoi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer d'essayer de devenir auteur de bande dessinée?» Et ça, c'est à partir du lycée que je me suis dit ça. Alors là, tu es à l'ESI, Ouais. à Angoulême. Mmh. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'école? Chan, s'il oublie des choses, tu as le droit de compléter, il y a pas de problème. Tu connais bien aussi. Comment on y rentre? Qu'est-ce que vous apprenez? Allez-y en fait. Alors, bah, de mon côté, moi, en fait, on fait un concours pour entrer dans l'école. Donc, il y a une épreuve orale où on doit présenter un projet qu'on a fait pendant une semaine, il me semble. Donc on a une thématique et après, on est peut-être reçu à un écrit. Donc, pareil, en fonction de l'écrit et de l'oral, on va être choisi pour rentrer en première année. Et donc on arrive, à l'école, on est en première année, donc on est en diplôme national d'art. Donc on étudie, plusieurs arts, donc on fait un petit peu de peinture, on fait du nu, on fait pas mal d'ateliers. Donc on a des ateliers avec de l'animation, des ateliers avec, de la bande dessinée. On a des rencontres avec des auteurs de temps en temps. On fait de la photographie, on fait de la vidéo. Et c'est vrai que l'ESI en soi, c'est une école qui est un petit peu réputée pour la bande dessinée. Que déjà, c'est à Angoulême. À Angoulême, on a le festival de la bande dessinée. Et même, on a quelques auteurs de bande dessinée qui viennent nous faire cours justement bah, à l'école, quoi. Et donc, on apprend, par exemple, on apprend l'histoire de la bande dessinée. On a des cours où on apprend à utiliser des couleurs en bande dessinée. On a des cours où on apprend comment dire, à fabriquer une bande dessinée. Et donc, en parallèle à ça, à côté, on a quand même de l'animation, du dessin, et ça nous permet aussi de pas faire que ça. D'un côté, on fait de la bande dessinée, mais on peut aussi faire autre chose. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas à fond dans la bande dessinée. Donc, ça nous permet un peu d'explorer toutes choses, pas mal de matières. Pour ceux qui sont, on va dire, plus indécis. Alors vas-y Chan, ouvre ton micro. Ouais. Non, alors déjà, enfin oui, mais les modalités du concours déjà changent tous les ans, c'est-à-dire que cette année l'écrit était avant l'oral et en fait les présélections en fait étaient d'abord faites sur l'écrit, donc vraiment si des gens veulent tenter l'ESI, ça change vraiment tous les ans, mais c'est un autre sujet. Et sinon en fait la spécificité de l'école c'est notamment, enfin c'est une école de beaux-arts comme une autre, donc ils visent l'intermédialité. Ils veulent qu'on croise les médiums et qu'on croise toutes les pratiques artistiques qu'on peut. Donc on peut faire aussi, on a aussi accès à des ateliers de céramique et tout ça. Là, voilà, la spécificité, c'est qu'en première année, en fait, la BD est obligatoire. Et à partir de la deuxième année, ça devient une option. Après, c'est vrai que nous, avec Pablo, du coup, on a choisi les options. Alors Mais j'allais demander, c'est quoi vos options préférées? Est-ce que vous avez les mêmes ou pas? Ben, ça dépend parce que moi, par exemple, avant le Covid, j'avais pris pas mal d'activités. Par exemple, je voulais essayer de faire euh, de la poterie, il me semble. J'avais voulu faire de l'animation. Et après, je sais pas, Shan, je sais pas ce que tu avais pris de ton côté. bah, déjà, on a eu BD et édition ensemble, Oui, c'est vrai. Oui. beaucoup. Après, non, moi aussi, j'ai fait céramique et j'ai pris vidéo et photo.
parce que j'aimais bien. Je me souviens plus trop. On n'a pas eu cours depuis trop longtemps là. Alors, je vais venir aussi à un dessin. On va l'afficher en réalisation. Il y en a un qui a peut-être changé ta vie de dessinateur, Pablo. En tout cas, tu t'es mis à faire C'est des laquelle? cartes, notamment une carte de France qui a acquis une notoriété assez folle en fait. C'était en novembre 2019. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas de cette carte? Est-ce que ça a changé tout pour toi ou beaucoup de choses en tout cas? Ben, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Parce qu'à la base, moi, j'avais pas prévu à ce que cette carte, on va dire, soit aussi reconnue. J'avais fait cette carte-là dans le but de juste me faire une carte de la France, quoi. Enfin, moi, c'était en fait au tout début du moment où j'ai commencé à faire des cartes. C'est-à-dire en premier, j'avais fait la carte d'Angoulême, qui m'avait pris à peu près une semaine à la faire. Et puis après, bah, je me suis dit, bon, bah, comme je suis dans un mood de cartes, bah, je vais faire une carte de France, quoi. Et quand je l'ai posté sur Twitter, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui étaient vachement intéressés par ce travail, en fait. Et bah, du coup, moi, ça me fait énormément plaisir de voir tous ces gens s'intéresser à ce que je fais, quoi. Alors, C'est cool, quoi. elle t'est venue comment, l'idée de cette carte? C'était vraiment après Angoulême, tu t'es dit: «Tiens, je vais faire la France». Ouais, c'est ça, bah, c'est ça, c'est vraiment bah, des cartes de France, on en a plein. Du coup, je me suis dit, bah, et si je faisais ma carte de France, ça pouvait être intéressant. Alors quand tu dis il y a quelques personnes ou pas mal de gens qui se sont intéressés, moi j'ai checké quand même sur Twitter. Alors hier, c'était 126 000 j'aime sur Twitter pour ta carte Ah de ouais. France. C'était 60 000 retweets, 1300 commentaires dessus. Euh, Quelques passages dans les médias nationaux. Euh, Tu l'expliques, toi, le succès ou pas? Bah, Pourquoi cette carte-là, en fait, plus qu'une autre? en fait, déjà, je me dis, c'est d'un côté, les cartes bah, sont très. Enfin, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui représentent, on va dire, soit les grandes villes, genre Nantes, Paris, Rennes, Marseille. Et le truc avec ma carte, c'est que moi, donc, je vais représenter ces grandes villes, ok, mais j'ai essayé de caler entre chaque ville bah, des villes un peu moins connues. Et donc peut-être que quand j'ai fait ces villes-là en question, ça a touché un public un peu plus large. C'est-à-dire que les gens, enfin, moi personnellement, moi ça me plairait beaucoup de voir ma ville sur une carte, hein. C'est peut-être le fait de voir sa ville apparaître sur une carte qui, on va dire, est sur les réseaux sociaux et que beaucoup de personnes puissent voir, ça met un petit peu en valeur une ville en question, quoi. Moi, par exemple, à chaque fois que je regarde une carte, la première chose que je regarde, c'est si ma ville, elle se trouve sur la carte, quoi. Donc, d'un côté, les gens, ça doit leur plaire sûrement. Puis même, ça permet aussi à certaines personnes de découvrir des choses qu'ils connaissent pas trop dans certains endroits. Quand moi, j'ai commencé à faire, par exemple, la Corse, la Bretagne, euh, l'Est, moi, c'est des régions que je connais un petit peu à vue d'œil comme ça. Enfin, je vois ce qu'il y a, mais moi, quand j'ai fait les cartes, du coup, j'ai dû faire des recherches sur les villes en question. Et ça m'a permis de découvrir plein de villes, des nouveaux endroits, des nouvelles architectures. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment enrichissant les cartes en fait. C'est un moyen de découvrir un pays, un lieu, un endroit avec, comment dire, avec beaucoup de détails des fois. Et là, Puis tu c'est t'es bien des fois de se lancé, repérer aussi. ouais, sur les différentes cartes. C'est vrai qu'il y a des choix. Il y a des gens qui étaient très déçus parce que leur ville n'était pas sur ta carte, d'ailleurs, Ouais. dans les commentaires. Il y en a qui étaient très contents, il y en a qui étaient forcément euh, très déçus. Euh, Tu t'es lancé aussi maintenant dans les dessins de ville. Alors, il y a Saint-Malo, il y a Metz, je crois. Ouais, Moi, j'ai c'est eu ça. la chance de les voir en vrai. J'en ai vu de Paris aussi. Ah, c'est vrai. Bah, ça, c'est pareil. Ça, c'est, du coup, après avoir fait la carte de France, je me suis dit pourquoi pas me concentrer sur des lieux plus précis dans la France pour l'instant. Au début, bon, pour l'instant, je reste, on va dire, dans la France. Et bah, c'est pareil. Moi, c'est des villes qui m'intéressent beaucoup. Moi, j'ai fait la carte du Mont-Saint-Michel. Je suis normand. C'est un lieu que je connais bien, que j'ai pas mal visité. Pareil, la ville de Saint-Malo, c'est un endroit que je connais bien avec parce que j'y vais souvent avec ma famille. Et puis même, il y a, comment dire,
Alors par contre, au contraire, il y a la ville de Metz que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai posté hier, il me semble, ou avant-hier. La ville de Metz, je connais pas du tout. J'y suis jamais allé, mais d'un côté, ça m'a donné envie d'aller visiter la ville en question parce que je trouve que la ville elle est super belle, et il y a plein d'endroits différents, il y a plein de grandes structures et c'est ça qui m'intéresse le plus quand je dessine des cartes, c'est faire autant de détails que je peux, quoi. Et donc, tous les gens de Lorraine te demandent de faire Nancy maintenant. Ouais. Ah bah, après, il faut que je varie un peu plus parce que si je reste dans la même région, ça va être un peu compliqué. Tu as toujours après les conflits régionaux. Hein. Enfin, Ah, à un moment, on peut les rien, gens de ça, Rennes vont c'est vouloir que tu normal. fasses Rennes et Brest après Saint-Malo. Hein. Enfin, C'est normal. D'un côté, je pense que les gens ils sont fiers de leur région, donc ils sont un petit peu, on va dire envieux de voir leur ville mise en valeur. Moi, personnellement, si quelqu'un se mettait à faire des cartes, je lui dirais, bah vas-y, fais l'Orne, fais la Alors, Normandie. ah mais oui, Alençon, Ah la oui, capitale. Quand même, enfin presque, c'est pas vraiment chez toi Non, officiellement, mais mais c'est ma voilà, région. Enfin, je connais bien. c'est dans la région Normandie. Ah oui, bien sûr. Juste un scoop peut-être. La prochaine ville, tu as une idée ou tu travailles Alors, déjà dessus? j'ai déjà commencé. Je vais bientôt publier sur les réseaux sociaux ce que ça va être en question. J'ai commencé une carte de la Méditerranée. Donc, c'est-à-dire, au début, je me disais pourquoi pas faire une carte de l'Europe. Donc, pour, on va dire, découvrir d'autres lieux, d'autres endroits encore plus éloignés que la France. Donc, attention, là, je sors de ma zone de confort, je suis plus en France. Je suis encore plus loin. Et donc, au début, je me disais faire de l'Europe et après, je me suis dit pourquoi pas descendre un peu plus et faire la Méditerranée. Parce que la Méditerranée, on va dire, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de population. C'est quand même une mer qui rassemble trois continents. Donc, il y a quand même l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Et bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer sur une carte de la Méditerranée. Donc, le truc, ce serait qu'il y aurait la Méditerranée au milieu de la carte. Et tout autour, je vais dessiner les grandes villes qui longent, qui bordent la mer. Donc avec toutes les petites îles, des fois je mettrai des cadres avec des grandes villes, donc qui vont être tout autour de la carte. Et, là, c'est sur un format plus grand. C'est-à-dire qu'au début, la carte de Metz, la carte de Saint-Malo, c'est sur des formats A3. Là, on va partir sur un format un peu plus comme la carte de Paris. Donc, ça va être un format de 60 par, non, je dis des bêtises, 50 par 65. Donc c'est plus grand et ça va me permettre de faire plus de détails. Et donc là, attention, là, je quitte la France. Là, en général, tes dessins ils sont hyper détaillés pour les gens qui n'ont pas vu. Je crois que Cécile a une question qui lui brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il y aura Nice sur la carte de la Méditerranée? Tu me connais trop bien, Romain. J'anticipe. Bah, normalement, il y aura Nice, hein. Ça c'est sûr. Normalement. Ah, De toute normalement. façon, c'est quand pas même Nice, garanti c'est encore, quand même une grande ville à côté de Marseille, donc forcément il y aura Nice. Au top. Tu avais le droit à Menton ou à Monaco ou à Cannes. Hein, alors, Oui, je peux te demander, Cécile, alors quel monument je pourrais faire à Nice pour mettre en valeur la ville? un monument à Nice, c'est plutôt Ouais. compliqué. On a la promenade, qui n'est pas un Ouais. monument, la promenade des Anglais, qui est. Alors, si, peut-être le palais de la Méditerranée, qui se trouve Le palais de sur la la Méditerranée. promenade, ouais, et qui est. Donc, la façade a été conservée en l'état. Mais après, sinon, non, ce qui était emblématique, c'était ce qu'on appelait le casino promenade, mais qui a été bombardé pendant la guerre. Donc, voilà, là, il n'y est plus. Ok. Bon, bah, je vais essayer de faire ça. L'hôtel Negresco, il n'est pas symbolique à Nice? Ouais, c'est vrai que le Negresco est symbolique, oui, c'est vrai. Je pense toujours au palais Méditerranée, mais oui, le Negresco aussi est très symbolique. Il a traversé les âges. D'accord. Alors, on a un chroniqueur un petit peu vedette qui fait son apparition quelques minutes, enfin une minute en général, qui va t'interpeller, Pablo. Alors, je me ferai le médium parce que tu vas pas forcément l'entendre. C'est Chaton. Chaton, il vient toutes les semaines poser sa petite question. Il a une question pour toi, forcément. On va le laisser parler et puis on revient après. Salut à tous, écoute, avant de venir, je viens de me faire l'intégrale d'Harry Potter et du monde de Narnia. J'ai même regardé Le Magicien d'Oz, Fantasia et même Mary Poppins. J'ai frotté une vieille lampe en espérant qu'un génie sorte, rien, nada, niet. J'ai restreamé 10 fois le Tolkiji avec Achille pour comprendre ses pouvoirs magiques et redevenir un tigre, rien. Bon bref.
Merci Pablo d'être là pendant que tout le monde est en vacances. Vous voyez, chaton boss. Merci Pablo de me faire voyager avec tes cartes et tes dessins. Je me vois gambader, le poil au vent sur les remparts de Saint-Malo, humant les embruns. Ouais, ok. Je m'égare un peu. J'avais surtout une question. T'as pas de crayon de couleur dans ta trousse? Parce que tous tes dessins sont en noir et blanc. Est-ce que tu veux que je t'en achète une? Merci pour ta réponse. Et là, bon, je me sauve, vu que je peux pas compter sur la magie, je vais aller me faire un bol de croquettes protéinées, histoire de gagner un peu en muscle. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Allez, tchuss! Alors, chaton, il est très taquin, Pablo. Alors, il rêve de se gambader le poil au vent sur les remparts de Saint-Malo parce qu'il regarde tes cartes avec. Mais il est très taquin parce qu'il se propose de t'acheter une boîte de crayons de couleur parce qu'il comprend pas pourquoi tu fais que des dessins en noir et blanc. Ah, bah voilà. Ah, bah c'est normal. Parce que la couleur, moi, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs. La Comment? couleur, la couleur avec moi, c'est un peu compliqué. Ah, Parce que déjà, t'as- j'ai un peu peur de mettre en couleur mes dessins. Parce que moi, moi, je mets beaucoup de temps à les faire en noir et blanc. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mettre beaucoup de temps pour faire un dessin. Et puis pour tout gâcher à la fin avec des crayons de couleur. Donc, on va dire, que je suis un petit peu traumatisé avec la couleur. donc c'est pour ça, que du noir Ouais. et blanc, du coup. Mais du coup, là, j'ai commencé à scanner mes dessins. Et après, je peux mettre de la couleur par ordinateur. Donc, soit je le fais pas parce que je suis un flemmard, soit je le fais pas parce que je me dis que bon, ça va, moi j'aime bien cette couleur-là. Ça me rappelle un petit peu les cartes anciennes, pas celles qui sont en couleur, mais celles qui sont en noir et blanc, qui ont un petit teint un peu jaunâtre. Donc, voilà, c'est juste pour ça, je pense. C'est peut-être pour ça que je mets pas de la couleur. Puis c'est un choix artistique, c'est le choix de l'artiste aussi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Après, Alors, je peux essayer de mettre de la couleur. Je peux essayer. oui, t'en as mis légèrement sur les résultats des élections, je crois. Ah oui, bah oui. Fallait bien mettre le petit vert, le petit rouge, Sur les le élections des petit rose. municipales, t'as réinterprété ta carte. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a des questions sur Twitch? A priori, peut-être. Demander si Pablo comptait par la suite créer une éventuelle chaîne YouTube, voire une chaîne Twitch pour partager d'une nouvelle manière la création de ses projets. Alors, Est-ce que tu envisagerais de bah, présenter tes dessins et l'évolution de tes dessins sur YouTube? à la base, c'est ce que je voulais faire pendant le confinement, parce que du coup, j'avais beaucoup de temps. Et puis, le problème, c'est que j'avais pas le matériel pour, et j'étais pas dans un endroit adéquat à avoir Internet. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est un petit peu compliqué. Donc, au début, je voulais faire une chaîne Twitch. Après, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube où je mets quelques timelapses de mes dessins. J'ai dû faire une vidéo d'un timelapse avec la carte de Paris. J'avais fait ça. Et bah, du coup, j'aurais bien aimé en refaire une. Mais alors, le problème, c'est que moi, je suis un peu dissipé quand je dessine. C'est-à-dire que je dessine allez, pendant 10 minutes. Après 10 minutes, je vais faire autre chose. Après 10 minutes, je vais redessiner. Après 10 minutes, je vais faire autre chose. Et du coup, si j'installe une caméra, la caméra va filmer, elle va filmer 2 heures où je dessine et 2 heures où je dessine pas. Donc, bon, faut que je me motive à tout cutter et à tout monter. Mais en vrai, moi, ça me plairait beaucoup de faire une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Donc, ouais, pourquoi pas. Bon, bah voilà, c'était une des questions qu'on avait sur Twitch. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu arrives à gagner un peu d'argent avec tes dessins, avec tes cartes? Est-ce que, est-ce que tu peux en vivre un petit peu ou est-ce que ça sert à payer tes études, par exemple, tes dessins? Ben ouais, ça m'aide beaucoup à payer mes études. Je pense que si je me mets bien, comment dire, si je me mets à plein temps dans la cartographie, dans la vente de mes dessins, parce que pour l'instant, je vends pas des originaux, je vends juste on va dire des prints, mais je pense que je peux en vivre. Je pense. On les retrouve où d'ailleurs si on veut acheter ta carte de France, par exemple? Elle est en vente sur des sites. Alors, elle est en vente sur le site de Jolimap. Donc, Jolimap, ça s'écrit Joliemap. Donc sur jolimap.com et c'est un site qui vend des cartes d'artistes.
Donc, il y a plusieurs artistes qui font de la cartographie. Par exemple, récemment, je crois qu'il y en a un qui a sorti une carte de la Lune, il me semble, je suis pas sûr. Et donc, moi, je travaille avec eux. Et donc, eux, ils s'occupent d'envoyer les cartes chez des gens. Et bah, moi, je fournis les cartes. Alors même Cécile, Pierre, Chane, Gislain, si vous avez des questions pour Pablo, vous pouvez, s'il y en a, si vous avez une question, allez-y. Ah bah, il y a plein de questions pour toi, Pablo. Alors Mam, Chane, à qui l'honneur? Allez Mam, ton micro est ouvert. C'est parti, on va pas se faire de politesse. Je me lance. Salut Pablo. Je voulais savoir si l'enseignement, l'idée de transmettre, c'est quelque chose qui te fait envie plus tard, quand tu seras un peu plus grand. Ben, absolument. Moi, j'adore transmettre ma passion et comment dire, faire découvrir des choses avec mes dessins. Rien qu'avec ma carte, quand je vois qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent du coup après à la géographie, à l'histoire, je trouve ça très plaisant. Bah, j'en profite d'ailleurs pour dire que je vais animer un atelier qui se déroulera le 12 septembre à la médiathèque d'Angoulême, où avec des gens, je vais leur apprendre à faire des cartes, à produire des cartes et donc je leur montrerai d'autres cartes, pas que de moi, mais normalement ça devrait être sympa. Chane, pas de questions sur ce que vous avez à rendre pour la rentrée en devoir. Hein. Enfin, ça, vous le ferez après. Moi, j'ai une question politique pour toi. Voilà. Ouais. Pourquoi tu n'as pas pris parti pour le Mont-Saint-Michel? Pourquoi j'ai pas pris parti? Parce qu'il est en Normandie, ça fait aucun débat en fait. Attends, je réponds pour toi, Pablo, si tu veux. Non, mais en fait, si tu veux, c'est tout simple parce que moi, au début, j'ai dessiné le Mont-Saint-Michel. Et donc, comme je sais que le Mont-Saint-Michel, il se trouve vraiment à la frontière entre la Normandie et la Bretagne, je sais qu'il est normand. De toute façon, je suis normand. Oui, c'est ça. pas nier, il est pas breton, quoi. Enfin, mais d'un côté, moi, je le situe entre la Normandie et la Bretagne. Donc, je sais j'ai pas dit qu'il était en Bretagne, mais j'ai dit qu'il était, enfin, j'ai pas dit qu'il était pas en Normandie. Mais moi, j'ai quelque chose à dire. Je sais pas si, bon, bref. En gros, moi, ça m'arrive souvent d'aller au Mont-Saint-Michel. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de vendeurs de souvenirs qui vendent beaucoup de souvenirs de Bretagne. Alors, ils vendent des drapeaux bretons. Alors, d'un côté, faut voir avec les commerçants aussi de quel côté ils se trouvent. Mais bon, oui, moi, je sais qu'il est normand de toute façon. Enfin, oui, mais normand, on le sait donc, tous. Ça ne fait défends pas pas. de débat. C'est relativement simple. C'est purement géographique. Il y a le Quénon qui est un petit ruisseau qui fait la séparation entre la Normandie et la Bretagne. Ouais. Après, bah, il a choisi son côté. Il est côté normand. Bon, bah voilà. Enfin, tant pis pour la Bretagne, à qui on laisse volontiers le Queen Amman. Mais par contre, on a pris le Mont-Saint-Michel. Voilà. C'est comme ça. Ça se mange pas, de toute façon, c'est pas intéressant. Ouais. Non, mais par contre, si, tu peux manger des omelettes au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'était le volet touristique de l'émission. D'autres questions pour Pablo? Est-ce qu'on a d'autres questions sur Twitch? Moi, il n'y a pas d'autres questions. Cécile, tu as une question? Ouais. Oui, recentrer sur le côté culturel, parce que ça va bien maintenant, votre histoire de bouffe et de… Mais c'est hyper culturel. Oui, oui, enfin bon. Non, c'était par rapport à… J'ai l'impression que tu fais énormément de recherches pour le coup. Alors, tu as les villes que tu connais, tu as dit qu'il y en a que tu ne connais pas du tout. Et là, bon, quand tu m'as posé la question sur Nice, quel type de recherche tu fais du coup? Tu prends les cadastres, enfin, comment ça se passe? Alors, par exemple, quand je fais des villes, ben, au début, je regarde un petit peu sur Internet ce qu'il y a. Il y a des villes que je connais partiellement, dont je sais quel monument je peux mettre en valeur. Après, il y a des villes, là, je vais sur des sites Gallica, de la BNF, qui rassemblent plusieurs cartes anciennes. Et je fais plusieurs recherches pour voir, par exemple, dans les vieilles cartes, quel bâtiment il mettait en valeur, comment la ville met en valeur ce bâtiment en question. Je fais des recherches et à partir de ça, je sais quel bâtiment je peux représenter sur ma carte. Voilà, c'est un travail de documentation, de recherche qui est très intéressant et qui me permet de découvrir des beaux endroits. Alors, moi, Pablo, je voulais, un peu en conclusion, saluer une initiative que tu as eue il y a une semaine où tu as invité les gens, parce que tu as quand même
grosse communauté, tu as la chance d'avoir une grosse communauté sur Twitter, hein, où tu as invité tous les artistes à présenter leur travail sur ton compte Twitter, en fait. Et il y a plusieurs centaines, je pense, d'artistes qui ont diffusé leurs dessins ou autres pour se faire connaître, en fait. Enfin, elle est venue comment, cette idée? Ben, déjà, je prévoyais de le faire depuis un moment, ce genre de choses, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui font ça et c'est super de leur part parce que ça permet de découvrir des super talents. Et moi, d'un côté, je me disais, j'avais besoin de renflouer un peu mon fil d'actualité Twitter en mettant des artistes avec qui je pourrais m'abonner et puis découvrir leur travail. Parce que moi, par exemple, je vois les gens qui me suivent. Enfin, je vois pas forcément les gens qui me suivent. Moi, je suis des gens, tout ça. Et souvent, bah, je recherche des artistes intéressants à suivre. Et donc, ouais, je me suis dit, bah, pourquoi pas donner sa chance aux gens de montrer leur travail et que bah, pas mal de gens puissent découvrir ce qu'ils font, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et moi personnellement, moi, je le dis franchement, moi, avant de faire mon dessin de la carte de France, euh, j'avais une petite communauté, donc j'arrivais quand même à poster quelques dessins. Et après, il y avait du monde qui voyait. Moi, j'étais super content. Et moi, j'aurais été content de voir un artiste faire profiter tout le monde de sa visibilité. Hmm. Donc aujourd'hui, tu te sens un peu, avec cette communauté, tu te sens un peu plus obligé de dessiner, de proposer plus de dessins ou pas? Euh, Pas forcément. Je m'oblige pas en fait. Enfin, je me dis quand je dessine, des fois je montre ce que je fais. Et puis bon, c'est vrai que je montre beaucoup de dessins parce que, tout simplement, c'est juste que je dessine beaucoup, quoi. Mais non, je me sens pas forcément obligé. C'est juste comme d'habitude, comme je faisais avant, je dessinais puis je postais sur les réseaux sociaux. Pour ça, je pense que ça n'a pas changé, quoi. Bon, Puis même ça, moi, quand je fais un dessin, quand je commence un dessin, je montre le début aux gens, je montre l'évolution et je montre ce que ça donne et enfin, les gens, ça leur plaît beaucoup. super. Donc les projets, la carte de la Méditerranée, C'est ça. la rentrée bientôt. Ouais. Si on veut te retrouver sur les réseaux, c'est affiché de toute façon sur Twitch, sur Facebook, mais sur Insta, c'est Pablo Drawing. C'est ça. C'est Raison Pablo sur Twitter, si on veut Ouais. te retrouver, tes dessins. Si on veut acheter notamment ta carte de France et l'avoir et l'encadrer chez soi, c'est sur Jolimap que ça se passe. Pablo, merci d'être venu. Est-ce que tu Bah, restes un peu avec nous? Il y a le ah bah dessin de oui, Shan qui arrive. bah oui, bien entendu, je reste. Ouais, super. Mais avant le dessin de Shan, on va passer au coup de cœur de Mamadi après le petit jingle. Et le coup de cœur de Mamadi cette semaine, c'est un peu retour vers le futur. Ah oui, c'est ça, c'est au coup d'œil dans le rétro. Bah, avant d'annoncer le coup de cœur dont j'ai parlé, juste quelques mots extraits de ce film. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. J'imagine que vous avez reconnu La Haine, effectivement. Cette réplique est devenue totalement culte dans le cinéma français, parce que le film ressort justement à l'occasion de son 25e anniversaire. Donc on peut le revoir dans les salles obscures depuis le 5 août, en version restaurée. Donc j'y suis allé, donc c'est pour ça que je vous en parle, et c'est aussi pour inviter la jeune génération, à savoir les moins de 25 ans, à aller voir ce chef-d'œuvre. En tout cas, ça c'est, je le pense, et d'autres aussi. En tout cas, force est de constater que ce film n'a rien, résonne encore dans l'actualité, parce qu'il traite sans concession des discriminations, de la dégradation des quartiers populaires, de la fracture sociale, du racisme systémique, des violences policières, et notamment du fossé entre les classes sociales. Je vous fais un court résumé. Donc l'histoire débute par, au lendemain en fait d'un drame qui se produit dans une cité, Abdel, un jeune de 16 ans qui se retrouve entre la vie et la mort après avoir été passé à tabac par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire. Donc effectivement, ce drame va provoquer une émeute qui va opposer les jeunes donc de la cité HLM aux forces de l'ordre. Mais pour 3 d'entre eux,
Les heures qui suivront la nuit de cet affrontement vont marquer totalement leur vie. Donc, effectivement, tu parlais de Retour vers le futur. Je voudrais faire, comme j'ai précisé, un petit coup d'œil dans le rétro. On est donc en 1995. La haine avait fait sensation donc, au Festival de Cannes, à l'époque, sur la Croisette, en recevant notamment, à la surprise générale, pour certains, le prix de la mise en scène. Effectivement, le public s'était passionné par l'histoire de Vince, Saïd et Hubert, les fameux trois copains dont la vie bascule le lendemain de cette émeute, et qu'on suit pendant 24 heures. Donc, on suit leur moment de galère, les affrontements avec les policiers et quelques situations burlesques aussi. Voilà, donc ce trio avait vraiment bouleversé la Croisette et le public. La haine est notamment devenue à l'époque un véritable phénomène de société. Ce long métrage a enregistré 2 millions d'entrées, mais il avait aussi suscité pas mal de polémiques. J'en reparlerai. Donc, 2 millions d'entrées, un prix à Cannes et 3 Césars quand même. Donc, ce n'est pas rien pour un film d'un débutant à l'époque, c'était Vincent Cassel. Débutant, ce n'est que son deuxième film. Et surtout, les 3 acteurs principaux étaient méconnus, à savoir Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé, dont je parlerai un peu plus tard. Et donc, ce film, est fondateur, effectivement, marque le lancement de la carrière de Mathieu Kassovitz. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il a été salué par la critique, mais également fustigé par les agents de police. Certains avaient notamment tourné le dos lors de la présentation du film au Festival de Cannes, parce qu'ils ont vu ce film, même sans l'avoir vu d'ailleurs, parce que c'était surtout le bouche à oreille à l'époque, parce qu'il n'était pas encore sorti nationalement, il était sorti que sur la Croisette. Ils l'ont vu comme un film anti-flic. Bon, après, je vous invite à aller voir, chacun se fera son idée, mais toujours est-il que la haine avait fortement divisé et déchaîné les passions en France. Donc, j'ai vu récemment, pas plus tard que vendredi dernier, et il me fait le même effet, franchement, qu'il y a 25 ans. Pour moi, cette chronique sociale n'a rien perdu de sa puissance et encore moins de sa pertinence. Certaines scènes chocs m'ont de nouveau secoué, même fait bondir. Des dialogues m'ont de nouveau fait rire aussi. Et certains silences aussi. Parce que c'est un film qui joue beaucoup sur les silences et les regards. J'apprécie toujours autant le clin d'œil à Taxi Driver de Martin Scorsese, avec ce fameux plan séquence qui est devenu mythique, la fameuse scène miroir jouée avec brio par Vincent Cassel. Pareil, j'en dis pas plus, puisque certains ne l'ont pas vu, donc je vous invite quand même à aller le voir. En tout cas, la mise en scène de ce film tourné en noir et blanc est, pour ma part, en tout cas en 95, était audacieuse, et le film a bien vieilli. Donc ça, c'est mon avis. Et oui, je précise, tourné en noir et blanc. Et c'est un film aussi qui se regarde comme un documentaire, parce que Mathieu Kassovitz livrait, en tout cas il dresse un état des lieux, il livre une photographie de quartiers laissés à l'abandon par les services publics, de jeunes en conflit avec l'institution et prêts à tout pour sortir de la galère. Il pointe notamment du doigt l'échec des politiques urbaines. On peut légitimement regretter que cette situation n'a guère évolué depuis, malheureusement. Et on peut noter d'ailleurs quelques similitudes avec Les Misérables, donc qui a reçu pas mal de prix aussi, un film qui traitait de la banlieue et du conflit entre les jeunes et des policiers. Voilà. Et c'est un film notamment qu'avait soutenu Mathieu Kassovitz et qui est aussi fort, en tout cas que la haine en ce qui me concerne, dans le propos. Et, donc, certaines références, c'est ça que j'invite la jeune génération à aller voir ce film. Et effectivement, il y a certaines références qui vont leur échapper, certains clins d'œil, certains jeux de mots, certaines blagues, mais pas grave. Je pense qu'ils peuvent être vraiment secoués autant que moi ou autant que nous, que la génération des Quadras par ce film. J'avais évoqué les acteurs tout à l'heure. Il faut savoir que malgré le succès colossal de La haine, ils ont connu chacun des trajectoires assez disparates. Hubert Koundé, malheureusement, n'a jamais pu décrocher un rôle majeur dans le cinéma français. Et je m'en souviens qu'il évoquait à l'époque, il y a quelques années, le fait que sa couleur de peau, le fait d'être acteur noir, était difficile pour lui. Mais le rendait très difficile de trouver un rôle. Saïd Taghmaoui a dû, lui, s'exiler à Hollywood pour tenter sa chance, avec plus ou moins de réussite. On l'a vu dans des grosses productions, dans des séries. Donc, il continue quand même à faire carrière, mais il a quand même dû quitter la France pour avoir un rôle, pour ne pas jouer l'arabe de service, hein, comme il disait aussi à l'époque. Il s'était confié sur le plateau de Bernard Pivot, et il confiait, c'était l'année de la sortie du film, qu'il faut plus qu'un film pour faire changer les choses. On n'est pas des politiciens, on peut juste retranscrire une certaine réalité de la vie. Et l'avenir lui a donné raison. Bon,
Vincent Cassel, lui, a réussi à se faire un nom au cinéma et il s'est imposé aujourd'hui il s'impose toujours comme des figures incontournables du cinéma. Autre chose aussi, je n'y ai pas prêté l'attention à l'époque, mais La Haine aussi réunit et regroupe la plupart des piliers majeurs de la culture hip-hop, à savoir le rap, le breakdance, le graffiti et le DJing. Pas étonnant d'ailleurs que Mathieu Kassovitz envisage, je ne sais pas si vous avez l'info, d'adapter son film en comédie musicale. D'ailleurs, il a confié récemment que La Haine a été écrit comme une comédie musicale hip-hop. Ce sont des petits morceaux de rap. Effectivement, c'est un film qui peut se regarder par certaines séquences comme un clip vidéo. Donc des petits morceaux de rap qui se suivent, qui ont un rythme spécifique, qui font un film. Donc je l'ai écrit comme ça. Donc je trouve que l'idée est sympa, donc à voir si elle verra le jour. Et pour conclure, je dirais qu'une seule chose, j'invite vraiment la jeune génération à aller voir ce film. Hein, je le répète, on en discutait tout à l'heure en off avec Pierre et Romain. Effectivement, Pierre disait que les jeunes qui sont allés voir ce film ne s'y retrouvent pas, trouvent les comédiens, trouvent le film assez caricatural. Voilà, n'ont pas du tout adhéré forcément aux propos. Bon. Moi, je le prends dans son contexte, mais je le transpose aujourd'hui et je trouve qu'il y a toujours cette force. Donc, vraiment, j'invite les plus jeunes à aller le voir parce que ça reste quand même un film culte. Et pour finir, je voudrais noter que malgré le sacre des Misérables et le succès il y a 25 ans de La Haine, on peut encore constater que la banlieue demeure un territoire oublié dans le cinéma français. Et ça, c'est dommage. Merci. Merci, Mam. Et juste préciser qu'il y a 25 ans, c'était un parti pris quand même que le film soit en noir et blanc. Il y avait quand même déjà le cinéma en couleur en 95. Absolument, c'est vrai. Et petit clin, il n'y a pas que The Artist qui a été fait par choix artistique en noir et blanc. Et petit clin d'œil, 95, c'était la dernière fois qu'un club de la capitale de football était en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Comme un symbole. C'est tout un symbole. On va lancer le petit jingle et retrouver Chad pour son dessin. Et la Chad, qu'est-ce qui t'a inspiré cette semaine? Eh ben, si je te dis Spoutnik, tu penses à quoi directement là? À Satellite. Eh ben, pas du tout. Aussi. Mais il y en a un nouveau, c'est Spoutnik V, le nouveau vaccin contre le Covid. Bon, alors, c'est un vaccin qui fait énormément de polémique, il faut savoir, parce que c'est évidemment Poutine qui a annoncé son lancement sur le marché pas plus tard que cette semaine, en annonçant d'ailleurs que sa fille l'avait testé, que tout allait bien, etc., etc., à l'exception qu'ils ne l'ont pas fait tester à grande échelle. En tout cas, la phase commerciale serait le test à grande échelle, ou en tout cas, ils ont commencé à annoncer des tests. C'est très, très flou. Donc, des pays ont pris des commandes et d'autres crient un peu à l'irresponsabilité, parce que pour l'instant, il n'a été testé que sur 100 personnes. Voilà, c'est un petit peu le fait divers Covid du moment. Et donc, on a sur ton dessin un Vladimir Poutine qui se fait sa petite injection de son propre vaccin. J'ai pas fait exprès, il fait très années 80. Mais du coup, j'ai dessiné sur le satellite Spoutnik aussi pour rappeler un peu le nom du vaccin. C'était le choix de Chad pour cette semaine. Alors qu'il fera débat, hein, il est tellement attendu ce vaccin contre le Covid que c'est une vraie course partout au premier qui aura un vaccin. Donald Trump, il va être fou. Peut-être. Oui, il va trouver un vaccin très rapidement maintenant. Super, Chad. Est-ce qu'il y a des remarques, Pablo? Est-ce que tu as pu voir le dessin? T'en penses quoi? Attends, c'est dur ça. Ah bah, je l'ai vu, j'ai bien aimé. Puis, de toute façon, Jeanne, elle aime bien, on va dire, aller dans l'art, on va dire. Elle aime bien aller dans l'art. Non, mais je veux dire, aller droit au but. Oui, voilà, aller droit au but, c'est ça qui est bien. Moi, il n'y a pas de questions qui se posent. Merci. C'est plutôt un compliment. Le dessin est engagé. C'est ça.
Merci, Shan. À la semaine prochaine. Bah, de rien, à la semaine prochaine. Bon, interviens quand tu veux, hein, tu connais la maison maintenant et tout. Donc, Et rubrique quand tu es dans la galère maintenant. Et donc, quand tu es dans la galère avec Cécile, alors est-ce Ouais. que tu as perdu ta carte bancaire? Est-ce qu'on t'a volé ta voiture ou pas? Parce que voilà, Leïla accumule les galères en vrai, en fait, c'est source d'inspiration pour ses chroniques. Et toi, Non. tu n'as pas eu vraiment de galère là. Non, alors, Ça non, sort t'es ton gentil. imaginaire. Ouais, t'es gentil, tu me portes pas la poisse, hein, parce que non, voilà, c'est pas le moment là, vaut mieux pas. Non, non, là on va en plus parler de galère forcément, mais d'usurpation d'identité, hein. Alors bon, c'est pas spécifique à l'été, ça se passe toute l'année malheureusement, et derrière ce terme un peu barbare, usurpation d'identité, en gros, ça veut dire vol d'identité. On vole ton identité, notamment numérique. Donc, se faire passer pour toi sur Internet en piratant ton identifiant, ton mot de passe, et pour avoir accès à d'autres infos plus sensibles, hein, genre ton compte en banque, ton code de carte bleue, et à terme, pourquoi pas, voler ton argent. Donc, il y a des petits trucs à faire pour être prudent déjà à la base, avant de passer à l'offensive. Bon, déjà, choisis des mots de passe un poil compliqués. Hein. T'oublies les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou les 0, 0, 0, comme ce génie de Kanye West. Hein. Tu pars plutôt sur majuscules, minuscules, des chiffres. Alors, je suis d'accord, c'est pas facile pour s'en souvenir, mais on va dire que c'est quand même plus sécure. Hein. Voilà. Après, pareil, un mot de passe, c'est personnel. Donc, on le garde, sauf éventuellement celui qu'on partage avec son meilleur ami pour Netflix. Ça, je peux l'entendre, tout à fait. Mais sinon, pour le reste, voilà, le mot de passe, c'est le tien. Tes mots de passe sont les tiens, donc tu les gardes, tu les donnes pas. Pareil, hein, si tu es sur un ordinateur qui n'est pas ton ordinateur personnel, oublie pas de te déconnecter de tout ce qui est connecté à ta vie privée, ta messagerie, ta banque, t'effaces l'historique, les cookies du navigateur. Et pendant que tu y es aussi, fais gaffe à tout ce qui est Wi-Fi public. C'est vrai qu'on ne le dit jamais assez, mais préfère quand même ta bonne vieille 4G ou même la 3G ou même l'Edge, hein, si vraiment il y a besoin. Mais évite parce que là aussi, on récupère quand même pas mal de choses. Attention aux mails, et c'est là que ça se passe en général pour usurper ton identité, ces fameux mails que tu vas recevoir qui te demandent de cliquer sur un lien pour être remboursé, alors que curieusement, tu n'as jamais demandé à être remboursé, hein, c'est ça le génie du truc, où il y a en plus souvent des fautes d'orthographe à droite, à gauche. Voilà. Fais gaffe parce que ce genre de choses, tu cliques sur le lien et ça t'amène vers des sites absolument pas sécurisés qui sont ce qu'on appelle des sites vitrines. Et là, donc, tu rentres tes coordonnées perso et sensibles. Et là, bon, c'est un peu foutu, quoi. D'ailleurs, même quand tu fais une commande sur Internet, vérifie bien que tu es bien sur le site en question, hein, qu'on ne t'a pas fait bifurquer vers autre chose. Parce que là aussi, quand tu vas mettre ton code de carte bleue et que tu vas mettre les informations de ta carte bleue, voilà, tant qu'à faire. Hein. Si malgré tout ces choses, tu te fais hacker, et bon, on va le dire, ça arrive à plein de gens. Hein. Première chose à faire, Sherlock Holmes, c'est-à-dire tu récoltes les preuves de l'usurpation en question. Donc, capture d'écran, extrait de ton relevé de banque, les adresses, les URL des sites en question, hein, aussi. Et si par contre, on s'est fait passer pour toi sur les réseaux sociaux, c'est une autre façon de voler ton identité, tout aussi dangereuse. Là, voilà, tu peux carrément faire une demande directe sur les réseaux sociaux en question, donc Facebook, Twitter, Insta, Snap. Bon, sachant que, évidemment, si tu as entre 12 et 19, tu n'es évidemment plus sur Facebook, j'ai bien entendu. Voilà, dans ces cas-là, tu leur demandes de retirer les informations problématiques sur toi. Mais là aussi, il va forcément falloir que tu prouves que tu es toi. Voilà. Donc, carte d'identité, photocopie de la carte d'identité, attestation de domicile, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et enfin, le dernier truc à faire, mais pas des moindres, et ça peut paraître un peu ennuyeux de le faire, mais il faut y aller, aller porter plainte à la gendarmerie ou à la police, parce que l'usurpation d'identité, c'est une infraction pénale. Hein. Ça se paye, donc on ne va pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Voilà. Toutes ces informations-là que je t'ai données, tu les retrouves sur le site de la CNIL,
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc, c'est www.cnil.fr. Et en attendant, eh ben, profite de ton été en étant détendu quand même, mais prudent et prudente aussi. Moi, je viens de faire un achat sur Amazon avec un e.fr. Tu crois que je me suis fait arnaquer? Comment te dire, Romain? Comment on lui dit, les gars, hein? Voilà. Ouais, Boulette, j'ai laissé ma carte en plus sur mon compte. Boulette, ouais, grosse boulette. Bon, bah tant pis. Donc, je vais faire des heureux. Oui, Je vais faire des heureux. T'es crevé et pas en vacances, c'est pour ça. Je n'irai pas en vacances. Voilà. Ok, bah on espère que tu ne te feras pas usurper ton identité dans la semaine, Cécile, et qu'on te retrouvera la semaine prochaine. Ça devrait aller, j'espère. Allez, ça marche. Et moi, je vais vous proposer une petite pause récré. Donc, les chroniqueurs, pendant le jingle, vous pouvez prendre papier et crayon. Et comme je ne dis pas ce qu'on va faire, certains parfois se sont retrouvés à faire la danse des canards en direct quand on a eu des thématiques autour de la danse. Cette semaine, c'est du dessin. On avait Pablo, un invité. Alors, bon, il y a une chroniqueuse qui forcément va peut-être avoir un avantage sur Mam et sur Cécile, c'est Chad. Je vais vous laisser 1 minute, chronomètre en main, pour me livrer une création sur un thème donné. C'est un thème générique et vous allez faire ce que vous voulez. Et c'est Pablo qui va déclarer le vainqueur, forcément. On profite. Donc, je prépare mon petit chrono, je meuble pendant que je cherche. Et le thème que je vais vous imposer, attention, c'est un thème qui est très, très facile, qui est vaste, qui est source d'inspiration à travers les âges, c'est l'amour. Facile. Et donc, à mon top départ, Mam, je te vois partir crayon en l'air, vous avez 1 minute pour me livrer votre création sur le thème de l'amour. Vous avez carte blanche. Après, c'est Pablo qui choisit. Vous êtes prêts? C'est parti. Et toi, tu joues, Romain, ou pas? Absolument pas. C'est pas du jeu. Je chronomètre. C'est pas cool. Je vous fais des cœurs comme ça pour vous encourager. Je meuble. Vous avez déjà mangé 15 secondes. Ça, on se croit au Pictionary. Et Pablo se demande ce que va pouvoir être le résultat. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Pablo, tiens, pendant qu'on est stress Alors, tu m'as dit le thème. Moi, tout de suite, j'ai imaginé, j'aurais fait un cœur. Puis j'aurais mis plein de détails pour faire genre, c'est joli. Ah, l'amour, c'est joli. Ouais, l'amour, c'est joli. Attention, il vous reste 15 secondes. Hein. 15 secondes, ça va très vite. Et attention, vous allez devoir commenter hein, forcément vos dessins. Il reste 1 seconde et ça fait pile 1 minute. Merci de lever vos crayons et vous allez pouvoir nous livrer vos œuvres d'art. Donc, celui qui le souhaite nous présente son œuvre bien face à la caméra. Ah, il y a du love pour Ghislain. Oh, il y a un Cupidon qui est en train de se... Alors, Ghislain, un gros cœur avec du love. Et il y a un petit trèfle à 4 feuilles. C'est... Alors, Ghislain, si tu peux nous commenter ton dessin, on ne voit pas ton dessin à l'image, me dit-on. Alors, il faut que vous parliez, qu'on voit chacun votre tour, vous nous donnez le thème de votre dessin. Comme ça, on va les voir en grand sur l'écran. Alors, Ghislain, un trèfle à 4... Ah non, c'est à 5 cœurs, un trèfle à 5 cœurs. Exactement. Les pétales, c'est des fleurs pour représenter l'amour. Ah, joli. Ouais, des fleurs, des cœurs. Oui. Et là, on a un petit love. Pas mal du tout. Ah, bah, je te remercie. Bah, c'est Pablo qui juge, hein. Moi, je n'influence pas. Bien sûr. Alors, ensuite, allez, Pierre va nous faire son petit dessin et nous le commenter. Alors, moi, c'est un petit lapinou, je ne sais pas si on voit. Si, voilà, un petit lapinou, parce que les lapins, ils sont très forts en amour. Et du coup, voilà, qui mangent une petite carotte, un peu comme Bugs Bunny, voilà. Ok, super. Je vais me lancer. Allez, Mam. Bon, moi, je pense qu'on est à peu près de la même école. Ouais, moi, c'est très simple, très basique. On se tient la main, mais
Voilà. Il y a de l'amour. Je trouve qu'il y a Ouais. de l'amour, dans ce jeu. On est de la même école, c'est ce qu'on appelle le minimalisme. Absolument, mais c'est efficace. Cécile? Alors, c'est minimaliste aussi, hein, mais c'est en gros amour à l'infini qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mais un petit peu cassé quand même en bas aussi. Ah, 2 fois. 2 fois. Bah quoi, il y en a pour tout le monde comme ça. Oui. Et Shan? Alors moi, c'est un Cupidon beauf. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai un peu mal fait, mais là, il y a sa pommette, il a un menton en forme de cul. Et il a un tatouage avec un cœur avec écrit Love sans E. Et là, en fait, il tient son arc et j'ai fait sa main très très vite là, et sa flèche. Et il a un sourire un peu malaisant. Ah oui. Voilà. C'est plutôt le Cupidon des boîtes de nuit, quoi. Je sais pourquoi Shan elle a fait ça. Parce que je sais qu'elle adore que. Enfin, je sais qu'elle sait que je dessine des beaufs. Donc forcément, elle sait que ça allait me plaire. Ah bah voilà, non mais J'en bravo. étais sûr. Déjà que bon, de base, elle a travaillé un peu plus ses compétences que les autres, si en plus elle connaît. Et donc, si on a bien compris, c'est Shan qui gagne. Ouais, Shan, en vrai, pas mal. Hein. Mais bon, après, elle a un avantage. Elle est quand même dans une école d'art. Donc, Ouais. Mais D'accord. vraiment, j'ai pas fait exprès. En fait, quand j'ai fini le dessin, je me suis dit, ah bah ça tombe bien, Pablo, il adore les beaufs. Là, c'est juste quand j'ai entendu l'amour, on dirait que j'ai pensé à un Cupidon beauf. Est-ce qui avait pas que de tu as bien. dit qu'il était beau à la fin? De T'as quoi? dit, en fait, ça se trouve, tu as fait un Cupidon, puis après, tu dis, tiens, je vais dire qu'il est beau. Ah non, non, clairement, dans ma tête, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait tous les détails du beauf. Enfin, j'aurais fait comme toi. Bon, c'était Comme 1 moi. minute. Donc oui, Pablo ne fait pas que des cartes, il a aussi quand même des vrais dessins en couleur. Bah, On les retrouve sur je tes fais un peu comptes de la Insta, bande les dessinée. beaufs, entre guillemets. On va dire, mes bandes dessinées, c'est un peu les seules qui sont en couleur pour l'instant. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, chaque semaine, en tout cas, on découvre des talents chez nos chroniqueurs et qui sont maltraités. Après la danse, ils ont eu le dessin. Vivement qu'on ait un nageur dans l'émission. Ça promet. Et on va passer la parole à Pierre après le jingle pour la petite chronique geek. Et on est entouré de créatifs aujourd'hui parce que toi, Pierre, tu es réalisateur. C'est ça, moi je réalise des courts-métrages, je réalise aussi une chaîne YouTube sur la recherche d'emploi, plein de choses, voilà. Je suis un peu un Alors, créatif aussi, mais dans le cinéma et l'audiovisuel. et donc, la chaîne que tu tournes sur YouTube, ça s'appelle le Grand Grand jeu. JRJ. C'est Voilà, le c'est ça. grand jeu de la recherche du job. Voilà, c'est ça, le grand jeu de la recherche d'un job. Et donc ça, c'est plutôt pour trouver un emploi, tout ça. Donc c'est un sujet un peu de niche. Après, j'ai quand même travaillé aussi sur plein d'autres chaînes, pour tous les publics et pour plein de choses et tout. Donc voilà, je fais des choses un peu à droite à gauche, mais voilà, assez orienté sur l'univers de YouTube. Et en même temps, tu es aussi encore en études Oui, au niveau c'est ça. réalisation. C'est ça, moi je suis je suis en train de terminer une licence d'audiovisuel d'assistant à la réalisation. Donc c'est la personne qui va venir gérer le tournage et un peu tout organiser à partir d'un scénario pour que ça fasse un film. Et avant ça, j'ai fait un BTS dans la production, donc tout ce qui est le côté un peu professionnel du cinéma, voilà, comment faire des sociétés de production, etc. Et aujourd'hui, tu vas nous proposer forcément, c'est dans tes compétences, une petite chronique geek sur les bons tuyaux pour réaliser une bonne vidéo YouTube. Bah, ça tombe bien justement parce que Pablo, si tu as envie de faire une petite chaîne et tout, j'ai préparé aujourd'hui, alors je vais essayer de faire ça à court parce que c'est un sujet très vaste, des petits conseils pour réaliser sa chaîne YouTube, pour commencer sur YouTube aujourd'hui en 2020. Alors déjà, ce qu'il faut se demander, c'est comment le réseau fonctionne aujourd'hui parce que ça fait que changer. Quand on commence, l'important, c'est de dépasser tout de suite le cap des 1000 abonnés parce qu'en fait, au-delà de ce seuil, YouTube permet de monétiser ses vidéos. C'est-à-dire commencer à pouvoir apporter de l'argent avec ces vidéos. Et donc, en fait, on a intérêt pour l'algorithme à ce que nos vidéos rapportent de l'argent à YouTube.
Donc, du coup, il va falloir très, très vite aller dépasser ce cap des 1000 abonnés. Et là où c'est difficile, c'est qu'il faut faire 4000 heures de visionnage par an. Et même moi, avec toutes les chaînes que j'ai fait, c'est un cap qui est très, très difficile à avoir. Et alors, quand là, c'est un événement. Donc, il faut absolument être régulier et faire des vidéos très souvent pour que les gens regardent pendant pendant de longues heures nos vidéos. Donc voilà, des vidéos, je vous conseille de faire des vidéos soit tous les jours, soit plusieurs fois par semaine, et des vidéos qui, généralement, on essaie de dépasser 8 minutes, qui est la durée aujourd'hui pour laquelle YouTube met plus de publicité qu'avant. Voilà, donc c'est devenu un monde un peu de plus, c'est devenu vraiment un monde pro maintenant, YouTube. Et du coup, il faut essayer d'être régulier, vraiment essayer de sortir des vidéos, par exemple, tous les jeudis, tous les mardis. Voilà, pour favoriser l'algorithme. Ensuite, après, il faut avoir des bonnes bases, c'est-à-dire avoir un très bon son. Et je vous conseille absolument, si vous voulez investir, donc d'abord tester un petit peu avec votre matériel que vous avez. Et puis ensuite, si vous voulez investir, investissez dans un bon micro. Une fois que vous avez un bon son, maintenant pour l'image, il va falloir savoir de quoi parle la chaîne pour pouvoir que je puisse vous conseiller un peu sur une bonne image. De toute façon, il n'y a que 4 thèmes principaux aujourd'hui sur YouTube. Il y a le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire aux gens. Il y a le sujet à sensation. On va parler des 10 meilleurs parcs d'attractions, des 10 meilleurs endroits de vacances, un peu ce qu'on appelait les tops avant. Le fait de répondre éducatif, c'est-à-dire répondre à des questions scientifiques, de sociologie, etc., apprendre des choses aux gens. Et aussi les vidéos réactions. C'est-à-dire qu'on va réagir à d'autres vidéos ou à d'autres thèmes. Et puis enfin, il y a aussi, par exemple, Pablo, tu te situes plutôt dans la case où on va apprendre éducatif, donc apprendre des choses aux gens, puisque finalement, dans tes vidéos, tu vas apprendre aux gens à dessiner. Voilà, et donc en fait, en fonction de ces sujets, vous avez 2 solutions. Soit vous vous montrez vous-même, ce que je vous conseille parce que c'est plutôt facile à faire. Et comme je vous l'avais dit, il faut des vidéos qu'on en fasse régulièrement et en grand nombre. Soit alors vous partez sur quelque chose de plus… vous filmez, par exemple, vous mettez un petit personnage, vous faites de l'illustration, il n'y a jamais votre tête et qu'il n'y a que votre voix. Mais là, attention à la durée de montage. Voilà, c'était un peu tous les conseils que je pouvais vous donner pour vous lancer en 4-5 minutes. Voilà. Après, je ne sais pas si tu as des questions ou autres. En fait, si j'ai bien compris, j'ai pas de question, j'ai une remarque. En fait, les pauses de Ouais. Pablo, c'est hyper cool. Il fera des vidéos super longues. Lui, il peut faire… Il fait des pauses toutes les 10 minutes. Eh bien oui, puisque lui, après, il faut que ce soit lui, j'imagine que ce serait en time-lapse. Donc, c'est-à-dire, on filme et on voit en accéléré les dessins. Voilà, une vidéo, par contre, c'est vrai. Alors, attention, parce que le dessin, en général, c'est des vidéos plutôt courtes parce qu'elles prennent beaucoup de temps à faire. Un dessin, c'est très long à faire. Donc, le filmer, il faut faire la vidéo qui va avec et généralement, ça va être, je pense que ça va tourner aux alentours des 4 à 8 minutes pour ce genre de vidéo-là. Par contre, je conseille une très bonne chaîne si ça vous intéresse. Il y a des gens qui font de la peinture, par exemple, ou qui restaurent des tableaux. Et justement, eux, ça prend du temps et c'est très minutieux, comme le dessin, ils vont faire des vidéos de 20 à 30 minutes aujourd'hui. Voilà. Enfin bon. Et il y avait le grand phénomène de Draw My Life pendant un moment aussi. Oui, voilà. Qui va peut-être revenir un jour. La mode n'est qu'un éternel recommencement, donc ça reviendra. Pierre, merci. Ouais. On te retrouve toi sur LinkedIn si on… C'est ça. Moi, j'ai mon compte LinkedIn. Après, sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir la chaîne. C'est gratuit pour trouver un job. Et voilà, c'est le grand JRJ, grand jeu de la recherche d'emploi. Et vous inquiétez pas, les acteurs sont pas jeunes, mais les conseils sont valables. Voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, je tourne avec des seniors sur cette chaîne-là. Donc, en fait, les conseils sur les entretiens sont les mêmes que pour… Voilà, alors oui, là, il y a des conseils. Alors, on a fait 60 vidéos. Donc, il y en a pour les jeunes et il y a pour petit âge. Et il y a comment retrouver un job lorsqu'on est jeune, comment trouver un job quand on est senior, etc. Ah, voilà, et on a une question sur Twitch, me dit-on. Alors, on va la prendre. Question… j'ai une question. Quelle catégorie tu mets les zappings random? Les zappings random, alors ça, moi, j'en ai pas beaucoup croisé. J'en ai plus vu à la télévision. J'en ai jamais… Et sur YouTube, j'en ai quasiment jamais vu de ça.
Ça, c'est plutôt le zapping. Moi, je le mettrais dans la catégorie réaction parce que dans les zappings, on a toujours une petite voix off qui va venir réagir. Et Cyprien, il a d'abord commencé par des vidéos zapping où il montrait, où il s'était entraîné justement à réagir à ce zapping et à commenter et tout. Et du coup, et après, c'est pour ça qu'il est devenu très talentueux en se lançant après sur YouTube. Mais il vient de la télé d'abord. Et le zapping, c'est un truc de télé de base. Voilà pour la question. Est-ce qu'il y en a d'autres questions sur Twitch? Parce qu'a priori, on nous dit qu'on ne réagit pas assez vite sur le chat Twitch. Il y a un petit décalage, me dit-on. Si ça arrive, si vous avez des questions. Sinon, Pierre est encore avec nous et on va passer. De toute façon, il va bientôt être l'heure de clôturer. Pour clôturer Nantolkiji, on nous demande d'envoyer la chaîne du grand JRJ sur le chat Twitch. Je fais un petit coucou à notre chaton préféré qui va vous le mettre qui va nous mettre ça dans Twitch, le grand JRJ sur voilà, si vous voulez le retrouver. Et on va passer à l'heure du show après le petit jingle qui va bien. Et pour cette heure du show, on a un sportif, mais un sportif créatif. C'était le thème du jour. Ghislain qui est en direct d'Angers. Alors, il n'y a pas de ton micro, Ghislain. Si, c'est bon. C'est bon. Salut l'équipe. Et Ghislain, toi, tu es de l'association Freestyle No Limit. Parce que je disais que tu es sportif. Tu fais du football, mais du football freestyle. C'est bien ça. Alors, le foot freestyle, c'est une discipline sportive et artistique dont l'objectif est de manipuler un ballon de football avec un maximum de maîtrise. On diversifie ces disciplines sous 5 catégories. On a le upper, qui est tous les gestes avec la tête. On a le sit, qui va être les gestes assis. Le lower, qui va être les gestes qui vont être composés de tours du monde. On a le bloc, on va bloquer le ballon sur certaines postures. Et on a le ground, qui est les dribbles au sol pour essayer de mettre des petits points. D'accord. Et donc, toi, tu es spécialisé dans une discipline, ça se passe comment? Chacun se spécialise ou il faut maîtriser l'intégralité des mouvements? L'idéal, c'est de maîtriser un maximum de gestes pour avoir un bon all-round pour les compétitions battle. Ce qui va primer dans les battles, c'est d'avoir un maximum de maîtrise dans chaque catégorie. Mais on peut spécifier dans une catégorie spécifique. Par exemple, moi, ça va être les tours du monde. Ça va être la catégorie lower. Je sais que niveau lower, j'ai gagné au meeting du Mans la 3e place du challenge lower. C'est en fonction, on a des figures qui sont imposées et à chaque round, on doit réaliser ces figures-là. J'avais terminé 10e round, j'ai fini 3e. Et au meeting de Paris l'année dernière, j'ai gagné le challenge lower HTW. Ça a enchaîné les tours du monde de pied droit, pied gauche en un essai. Alors, je pense que tu vas nous montrer ce que c'est qu'un tour du monde. Ça sera plus visuel. Alors, je crois que si je ne me trompe pas, c'est faire passer sa jambe au-dessus du ballon et revenir avant que le ballon ne tombe au sol. En une touche. On peut faire le simple, le double ou le triple. Moi, je maîtrise le triple. Il y a le quadruple aussi, mais il n'y en a qu'un seul au monde qui peut faire ça. Et donc, tu t'entraînes pour être le deuxième? Ah, bah, j'espère bien, mais. Donc, toi, tu es en licence STAPS. Tu es venu au foot freestyle comment? Tu faisais du foot traditionnel et tu t'es dit, je vais préférer faire du freestyle ou tu fais les deux? Alors, j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans et j'ai arrêté le foot à 18 ans. J'ai commencé le foot freestyle à l'âge de 16 ans. C'est venu en regardant des vidéos YouTube. Et un jour, on va dire un freestyler est venu dans ma ville, sur Angers. J'ai rencontré et ça m'a motivé à me mettre dedans. Et au fur et à mesure de l'évolution, j'ai fait un choix. J'ai choisi d'être dans le freestyle. Et aujourd'hui, ça me plaît, c'est ma passion. Et donc, tu as créé une association? Freestyle No Limit, c'est une association? C'est une association sportive qui a été créée en janvier 2019. Je fais des shows, animations, initiations dans toute la France. J'ai fait les accroche-cœurs, le festival Marché des jeunes créateurs. J'ai fait Forum Sport Urbain. J'ai fait le vœu du maire avec Mamadi Sangar qui m'avait invité à cette occasion-là. Oh, on le connaît, lui. Également le bus jeunesse. Ouais. Je pense que je vais refaire le bus jeunesse. Je crois que c'est le 26 août avec Mamadi, il me semble. C'est bien ça, ouais. Ouais, souris, donc ça veut bien ça. Ouais. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. C'est 26 août, ça va être mercredi. Oui, il me dit oui.
Sinon, je travaille également dans divers centres de loisirs. J'ai fait centre de loisirs de Tolocher. Là, je suis actuellement à Montreuil-Juigné et dans 3 semaines, je vais être à Alençon. D'accord. Ah ben, c'est un bon choix. Oui. Et donc, tu es tout seul dans cette association ou tu interviens avec d'autres, t'as d'autres personnes qui sont agrégées à la structure? Bah, c'est compliqué d'avoir des adhérents au niveau de l'association, vu que c'est une discipline assez unique qui demande beaucoup d'expérience, de rigueur. Il faut vraiment pas s'arrêter. Si on s'arrête peut-être 2-3 mois, bah, on va perdre énormément de niveau. Mais je fais énormément d'initiations. J'initie beaucoup de jeunes au niveau du freestyle. J'organise divers cours. Je travaille aussi également avec des danseurs, ça m'arrive. Au Festival des Accroche-Cœurs, j'ai fait un show avec des break-danseurs. C'est bien de se diversifier, de rencontrer d'autres disciplines urbaines. C'est assez intéressant. Alors, pour les gens qui connaissent pas les accroche-cœurs et qui seraient pas forcément de la région, parce qu'on est diffusé Oui, un petit peu c'est vrai. partout, c'est un festival d'art de la rue à Angers. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Et ben, ce qu'on voulait te demander, c'est forcément une petite démo. Mamadi, tu as une question pour Ghislain ou tu confirmes que c'est bien le 26 août, votre tournée? C'est bien le 26 août, place de la Les République. services jeunesse, l'information jeunesse sur le terrain avec le bus. Absolument. Bah, si, j'ai une question parce que je sais que tu as coaché dans le football. Oui, je coach toujours. Tu coaches toujours. Comment tu abordes la reprise dans les conditions actuelles? Est-ce qu'une reprise est programmée pour les mômes que tu coaches? Et comment? Oui, la reprise, c'est le fin août au Mont Gazélec. Après, oui, c'est sûr, c'est assez spécifique avec le coronavirus, hein, c'est sûr. Il faudra qu'on adapte des mesures sanitaires pour tout le monde. Pour le moment, la reprise n'a pas été faite, donc je peux pas, je connais pas vraiment les informations, comment ça va bien se dérouler et tout. Même les matchs du week-end, je sais pas pour le sport amateur, c'est encore assez compliqué au niveau de la reprise. Et juste une question avant une petite démo, si tu veux bien. Est-ce qu'il faut être un bon footballeur pour être un bon footballeur freestyler? Il faut savoir, le football et le football freestyle, c'est deux disciplines qui sont différentes. Dans le football, l'objectif, c'est de marquer des buts, hein. Et c'est un sport d'équipe, hein. Dans le freestyle, c'est un sport individuel. Et l'objectif, c'est de manipuler un ballon le mieux possible. Après, bien sûr, le freestyle, ça apporte un plus-value au foot, vu que tu as une maîtrise de balle, tu as une vision du jeu un peu différente. Tu peux contrôler le ballon dans diverses situations, mais c'est un plus. Après, savoir maîtriser un triple tour du monde, ça va rien amener sur un match ou sur un terrain de foot. Mais par exemple, il y en a des très bons joueurs de foot, comme Paul Pogba, qui est capable de sortir un double tour du monde, qui est très technique, hein. Et qu'on peut voir sur le terrain, ça peut l'aider à sortir de certaines situations le long des lignes et tout. Ça peut être très utile pour ces footballeurs-là, même pour se démarquer quand tu es plus jeune. Un joueur qui sait bien manipuler un ballon quand tu es jeune, ce sera plus adéquat pour les recruteurs qu'un joueur qui a du mal à manier un ballon, par exemple. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le foot freestyle, est-ce que tu peux nous faire... T'as un ballon avec toi? Oui, oui, j'ai tout. Ah bah, une petite démo On va faire alors. ça. Oui, bien, tout de suite, hein. Ok. Ça arrive. Hop. Ça met un peu de musique. Il y a l'équipe technique en direct d'Angers. Ah ouais, c'est un technique, bonjour. Alors, juste qu'on va couper nos micros, nous. La mince. Là. Ok. J'ai fait une note. C'est bon, Suzy? Don't you wanna dance with me, dog? I can dance like Michael Jackson. I can give you that. Together in the track. Baby, don't you wanna dance with me, dog? I can dance like Michael Jackson. I can give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to do it. Go right for it, just freestyle. Yeah, for it,
Basically, I'm saying you the way you got to slide. I just started for the time now. Hundred shooters on my brother's block. Cut her up for brothers like I love it now. I don't know what's right on me, I can't stop. Oh, stop. Stop. There's so many parts I've been mistaken. There's so many people that I love. Juicy slide, then I hit it double time, then I hit it spin, cause we spun that block. Time to was not the right time, I would be another time. Can't stop the pressure, I put it on myself. Really, I just can't afford to lose nobody. It can't move the second, it's the pretty shit I feel. So long, it's gonna go. Next time, to the truth of the world. Last time, it's not no season. That was on the second, it's really slow. Gotta speak. Gotta dance, but it's really on the streets. I'm a singer, with that right foot up, left foot slide, left hand up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we got to slide. Together, this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Uncle John. I can give you that right. Sure. It's a thriller in the trap. Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Uncle John. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'll show you how to get it and go right foot up, slide, left foot up, right foot slide.
Merci. Bravo, Ghislain. Est-ce que vous Alors, voulez voir un triple? Un ah triple tour du bah monde? ouais. Et tente le quadruple. Si jamais tu le passes, là, On va mettre un triple. Allez, on te l'homologue, hein. On te l'homologue. Il y a des allez. commentaires sur bravo, trop fort. Voilà. Allez, on tente le triple. On y va. Allez, le triple, c'est parti. Bon, merci. Allez.
Et voilà. Bon, ben, ça finit par arriver. Ah, voilà, le triple. Ah, c'est bon. C'est dur, mais il est mis. C'est bon, c'est fait. On termine l'émission sur le triple. Et il faut savoir qu'on n'est même pas 100 en France à pouvoir mettre un triple. C'est assez unique. Bon, ben, c'est. En tout cas, c'est. Il fait chaud encore et Ouais. on voit que c'est quand même au niveau du Ah, c'est très cardio, physique. c'est assez. C'est très physique. Quand tu entraînes 20 heures par semaine, oui. Et à côté, tu as le STAPS. Donc, à côté, tu as environ 10 heures de sport en plus le foot à côté. J'enchaîne presque 20 à 30 heures par semaine de sport. D'accord, c'est pas mal. Et donc, j'ai une petite pensée pour tous les gens qui ont du mal à enchaîner 10 jongles pied droit, pied gauche, et ils sont nombreux. Il faut s'entraîner. Hein. Ah, c'est De ça. l'entraînement, de la rigueur, de la patience. Il faut un début à tout. Donc, merci Ghislain pour cette petite démo en direct d'Angers. Merci Pierre pour ta chronique sur YouTube. Pablo, un grand merci aussi. Chan, Mam, Cécile, à bientôt. Il va être l'heure de clôturer ce numéro 11 de Tolkiji. On se retrouve la semaine prochaine pour Tolkiji. On aura une youtubeuse en invité. Elle s'appelle Léa Chou. La semaine prochaine, en invité, on aura du rap également avec Elias pour clôturer Tolkiji. Il y aura le retour de la chronique Q comme sexualité. On retrouvera vos chroniqueurs habituels. On vous donne rendez-vous pour le numéro 12 de Tolkiji le jeudi 20 août à 18h30 en direct sur Twitch et sur Facebook. Merci à tous, bonne soirée et bonne semaine. Merci. Salut. Merci Mamadi pour l'invitation et merci pour l'invitation à tout le monde. C'est très gentil de votre part. Merci Ghislain, bonne soirée, récupère bien. Merci. Salut à tous.